Bonjour, bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Chers amis et chères amies de la biodiversité, il y a 35 000 ans, nos ancêtres peignaient déjà des chevaux sur les murs de la grotte Chauvet, dans l'Ardèche. Ces figures de chevaux se retrouvent dans de nombreuses grottes, notamment dans celle de Lascaux, dans lequel on a dénombré 360 représentations de chevaux, datées d'environ 20 000 ans. Nul doute que, dès cette époque, l'envie d'utiliser leur force et de les chevaucher trottait dans la tête de nos ancêtres. Les chevaux qu'ils observaient étaient relativement petits. Ils ressemblaient sans doute à l'actuel cheval de Przewalski, qui pèse environ 200 à 300 kg et vit encore à l'état sauvage en Mongolie. En France, vous pouvez les admirer aussi dans le parc national des Cévennes, où quelques-uns ont été réintroduits. Cette domestication du cheval aurait commencé concrètement vers moins 5000 ans, dans les steppes d'Asie centrale, mais il faut attendre 2000 ans avant notre ère pour trouver, sur une fresque en Crète, l'une des plus anciennes représentations connues d'un cavalier. Ce cavalier monte sans selle ni étrier, mais il porte un javelot et un bouclier, signe d'une utilisation militaire. Ces usages militaires, en particulier la nécessité de porter des hommes en armure avec leur équipement, a conduit les humains à sélectionner des animaux de plus en plus grands et lourds. En Angleterre, des chevaux de guerre de grande taille ont été sélectionnés par les Celtes dès l'Antiquité, car Jules César dit les avoir admirés dans ses tentatives de conquête de ce qu'on appelait à l'époque la Bretagne. Cette race, la comté, Shire en anglais, a atteint sa taille maximum au XVIe siècle sous le roi Henri VIII. Elle pouvait supporter jusqu'à 200 kg de charge et c'était une arme stratégique. Il était formellement interdit de les vendre à d'autres peuples. Cette race détient toujours le record du plus grand cheval du monde avec Samson, un étalon du XIXe siècle qui mesurait 2,19 m au garrot et pesait plus de 1500 kg. Aujourd'hui, les Shires ont été reconvertis à des usages plus pacifiques et qui les rend populaires, notamment car ils livrent parfois à Londres les tonneaux de bière dans les pubs. L'utilisation de chevaux pour labourer, pour tirer des diligences ou des bateaux dans les rivières et les canaux, pour travailler dans les mines ou pour débarder des arbres dans les forêts, a conduit aussi à des animaux imposants, avec une musculature, un squelette, mais aussi un caractère adapté à ces travaux. Aujourd'hui, on peut admirer, notamment au Salon de l'Agriculture, ces races de travail, comme l'Ardennais, le Boulonnais, le Comtois ou le Percheron, dont le poids peut dépasser 1 tonne. Même si ces races ont perdu de leur intérêt économique, des passionnés continuent à les élever et surtout à entretenir leur savoir-faire en les faisant travailler. Plus récemment, les humains ont cherché à créer aussi des chevaux miniatures, surtout pour des raisons récréatives. J'ai évoqué les petits poneys des îles Shetland, au nord de l'Écosse, utilisés aujourd'hui pour initier les enfants à l'équitation. Mais la plus petite race est la race Falabella, du nom de la famille d'Argentine qui l'a développée au XIXe siècle. Ces animaux mesurent moins de 80 cm et pèsent environ 70 kg à l'âge adulte, soit moins qu'un gros chien. Les chiens nous fournissent d'ailleurs un autre exemple de ces interventions humaines. La génétique nous montre que toutes les races actuelles de chiens,
il y en aurait plus de 500, dérivent du loup, et que ces domestications auraient commencé il y a environ 15 000 ans, faisant du chien la plus ancienne espèce domestiquée. Comme pour les chevaux, cette domestication a conduit à des races de taille très variables. Du côté des animaux encore plus grands que les loups, des chiens de garde comme le dog allemand ou le mastif anglais, dont le plus gros représentant a dépassé les 150 kilos. Citons aussi le patou des Pyrénées, rendu célèbre par le film Belle et Sébastien, que l'on utilise aujourd'hui pour protéger les troupeaux de moutons des attaques de ses propres ancêtres, les loups. L'homme a développé aussi des chiens miniatures, notamment pour chasser dans les terriers. Certaines de ces petites races sont devenues aujourd'hui des chiens d'agrément, comme le Yorkshire, initialement utilisé pour chasser les rats dans les mines. Le record de chiens miniatures appartient au fameux Chihuahua, qui pèse parfois moins d'1 kilo à l'âge adulte, soit 100 fois moins que les plus gros chiens. C'est une race très ancienne qui aurait été sélectionnée au Mexique par les Aztèques. On rapporte que ces chihuahuas jouaient un rôle religieux. Ils étaient enterrés avec leur maître, dont les péchés étaient transférés sur ce pauvre chien, évitant ainsi à ce maître les châtiments divins. On pourrait citer bien d'autres exemples de ces interventions de l'homme visant à modifier, dans un sens ou dans l'autre, la taille des animaux domestiqués. Pratiquement tous les animaux d'élevage, les bovins, les moutons, les cochons, les volailles, ont été concernés par ces pratiques. Vous êtes peut-être surpris par cette possibilité de faire varier ainsi, et assez rapidement, la taille des animaux. En effet, si vous regardez aujourd'hui un troupeau de zèbres, un vol des tourneaux, une colonie de manchots empereurs ou un banc de poissons, vous aurez l'impression que ces animaux sont extrêmement semblables, notamment au niveau de leur taille, et donc que cette taille serait une caractéristique immuable de l'espèce. Mais on sait aujourd'hui qu'il existe, derrière cette apparente homogénéité, une diversité génétique qui peut répondre à la sélection, qu'elle soit naturelle, c'est-à-dire liée à des changements de l'environnement, ou opérée par les humains. Alors, pourquoi cette homogénéité apparente ? Eh bien, vous comprendrez que, pour ne pas être repéré par un prédateur, il est préférable de ne pas se faire remarquer, que ça soit par sa taille ou par son aspect extérieur. Mais cela n'empêche pas une espèce d'évoluer, mais en douceur et collectivement. Belle leçon pour notre espèce, ne trouvez-vous pas ? À la semaine prochaine pour explorer, cette fois-ci chez les invertébrés, cette passionnante question de la taille des animaux. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!